29 septembre, premier mot euh, de cette maudite journée. Maudite en ce sens qu'elle n'a pas, je n'arrive pas à m'y installer. Je vois le temps passer, la lumière du jour varier, mais pourtant je ne suis pas, euh, je n'arrive pas à, je n'arrive pas à faire partie de ce mouvement. Euh, je n'arrive pas à me sentir concerné par quelque chose que je pourrais mettre en forme. J'ai essayé avec un poème, ça n'a pas marché. C'est compliqué parce qu'il y a le problème de la rime. Et puis un poème qu'on a laissé de côté depuis un moment, cela fait toujours, d'une certaine façon, le besoin qu'on en avait se fait vraiment petit. Je ne vois plus du tout l'importance que je lui avais accordée au moment où j'ai commencé à, à l'entreprendre. Bien sûr, un poème peut être pris, repris des dizaines de fois, et il peut être amendé, il peut être... On peut retrouver une partie du souffle premier, mais c'est beaucoup d'efforts peut-être pour un résultat peu convaincant. Voilà donc que j'allais dire piètre. Je ne sais pas ce que ça veut dire, le mot piètre, mais je sais l'utiliser. Je saurais l'utiliser si jamais le besoin s'en faisait. Piètre, c'est-à-dire pauvre, de peu d'importance, piètre, cadence, c'est-à-dire quelque chose sans euh, qui ne donne pas un résultat satisfaisant. Piètre moisson. Après tout un travail, toute une attente, etc., ben finalement, le résultat en est décevant. C'est un piètre résultat. À savoir, va chercher toute la parentèle de ce terme pour essayer de voir piètre. En tout cas, voilà donc que je parle. Parce qu'il faut que je parle ou parce que cela, d'une certaine façon, me permet d'ajouter ma voix à celle des autres que j'entends. Quelqu'un qui parle dans un contexte bien autre ou une autre, peu importe, qui parle dans un contexte différent. Au bout d'un moment, on a l'impression que tout le monde parle sauf soi. On entend les gens aussi dehors, quelques personnes qui passent. On entend le bruit de voix, un échange. Mais soit on n'est pas inclus dans cette opération, ni dans ce qui se passe dans les médias, ni dans ce qui est enregistré, qu'on a à disposition, des gens qui font des commentaires, alors des gens qui disent leur opinion, qui analysent, qui même euh, peuvent très bien produire un discours purement, comment, comment dire cela,
un discours, tout ce qu'il y a de peu, qui ne prend pas en compte l'opinion d'autrui. Dire je produis le discours que je veux, qui m'intéresse à moi, et peu importe ce que les autres peuvent penser, ce n'est pas mon affaire. Cette phrase, ce n'est pas mon affaire, c'est une phrase importante. On tombe comme ça en parlant. C'est comme quand on marche un peu dans la campagne et qu'on tombe sur un vestige plus intéressant qu'un autre. Il y a des vestiges, partout il y a des vestiges. Mais on tombe sur quelque chose, je sais pas, un peu de céramique, un peu moins commune. Hein, un tesson de céramique peint, céramique peinte, peut-être avec un motif, qui sait si la chance est vraiment de l'autre côté ce jour-là. Voilà que ce n'est pas mon affaire. Meshi Shorli, ce n'est pas de mes occupations. Cette chose-là m'est étrangère. Voilà une phrase un peu comme une sentence, comme une sorte, quelque chose de lourd, d'écrasant, qui peut vous anéantir totalement. Qui signifie qu'une personne se désinvestit totalement de ce qui peut vous arriver et de l'attente que vous pouvez, ou de l'intervention que vous pouvez attendre de sa part. Voilà, quelqu'un qui dit ce n'est pas mon affaire, je ne m'engage pas, donc à toi de faire ce que tu veux, mais ne compte pas sur moi. Ton avenir, ce n'est pas mon affaire. Ton problème, ce n'est pas mon affaire. Ce que tu peux raconter, ça ne me concerne pas. Je ne rentre pas dedans, je reste extérieur. Et ça reste là. Ce n'est pas mon affaire et on ne donne pas d'explication. On ne dit pas, mais pourquoi? On n'explique pas. S'il y a une explication, peut-être que les choses seraient un peu moins... feraient moins de dégâts, finalement. Si je t'explique pourquoi, mais je te dis, c'est pas mon affaire et je m'en vais. Et je te laisse avec ça. À toi de faire avec. Un peu simplement par un processus d'association, de pensée un peu régressive, ou je ne sais pas. Or, je donnerai pas une idée du processus, mais je pense à l'endroit où il y a un arbre, où il y a un platane qui a poussé dans le diamètre, s'est agrandi, est devenu monstrueux. Évidemment, on sait qu'avec les arbres, si jamais ils deviennent dangereux, si jamais on soupçonne. C'est un arbre qui n'était jamais élagué, par exemple, parce qu'il ne se trouve pas au bord d'une route, etc. Donc quelque part, il n'est jamais élagué. Il a pu se développer, et cet arbre est le témoin parmi d'autres. Depuis, on a planté d'autres arbres, pas de la même espèce, mais d'autres arbres qui, eux aussi, ont pris de la taille, dont le tronc s'est épaissi. Ils étaient minces, maigrelet, et puis finalement, avec le temps, ils se sont bien installés. Mais on ne peut pas les comparer avec la majesté, si on peut dire, du platane. C'est énorme. Le tronc en est énorme. Alors, je ne connais pas le diamètre, mais je sais que 4 personnes ou 3 personnes minimum pourraient un peu se mettre à l'entourer. Et peut-être que cela, c'est comme ça qu'on pourrait en faire le tour. Mais autrement, une personne seule ou 2 personnes n'arriveraient pas, même en joignant les bras. Et il y a un moment où on est quelque part. C'est vrai, quand on voit
Et quelquefois, la personne qu'on a été mince et le côté épais qu'on s'est octroyé, l'épaisseur de l'âge. Le jeune homme frêle devient un homme épais. Simplement, c'est une marque de l'âge, un peu comme pour les gorilles au dos argenté. Voilà, un adulte. Chez la race humaine, c'est cette espèce de primate que nous sommes. Ben voilà, il y a une épaisseur. Après, il peut y avoir des accidents de santé qui feront que la personne adulte récupère une taille d'adolescent, mais ce n'est point un bon indice sur la bonne santé de l'adulte. C'est une sorte de... et donc cet arbre, ce n'est pas quelque chose de totalement, totalement étranger à ce propos. Un arbre est là, on peut très bien le marquer, inscrire quelque chose. Cet arbre a été le témoin. Il a vu passer des combats politiques et puis aussi des annonces de divertissement. Parce que on venait accrocher, afficher sur plaquer des affiches sur son tronc. Voilà, il en a vu passer des événements. Depuis, j'imagine que c'est fini. On n'affiche plus parce qu'on fait plus d'affiches, ou je sais pas, mais en tout cas c'était une époque. Donc l'arbre supportait un peu les coups des agrafeuses, les petites perforations des agrafeuses sur sa peau, mais apparemment ça lui a pas fait trop de mal puisqu'il est toujours là. Je ne vais pas dire il a plus de 40 ans. En tout cas, moi, quand je l'ai connu, il était déjà là, il était bien en forme. Et donc, je peux dire qu'il a 50, 60, 70 ans. On va dire 60 ans. 60 ans. Voilà, puis à 60 ans, 55 ans, 65 ans, dans ces eaux-là. Je passe quelquefois, je le regarde. J'ai pas d'intérêt spécial pour lui. C'est juste qu'il y a un moment, j'étais là, dans le même espace que lui. Et puis, lui, il est resté fidèle à sa place. Et puis, moi, j'ai continué. Bon, je suis pas allé très loin. Quelques mètres, quelques dizaines de mètres. Je suis pas très, très loin. J'ai jamais quitté un peu un certain territoire, une certaine surface. Je suis parti et je suis toujours revenu depuis. Donc c'est pas quelque chose qui vient de façon fortuite comme ça. Qui vient, il y a une relation. Alors j'avais pensé à quelque chose, puisque quelquefois quand on veut prendre la parole, on pense à quelque chose. J'ai pris comme quelque chose, je ne peux pas dire puéril, mais un peu absurde, un peu désespéré. Le seul rapport qu'on a avec la vie dans sa globalité, c'est quelques petites choses qu'on fait pousser. C'est pitoyable, c'est consternant quelque part. Donc j'avais 2 pommes de terre, je ne sais pas où j'ai mis la troisième, 2 pommes de terre qui avaient germé et qui n'avaient pas continué de germer, mais qui avaient germé, qui étaient devenues toutes non pas molles, mais toutes desséchées presque. Bon, elles n'étaient pas consommables, et je me disais, je sais pas, je vais les mettre en terre à un moment ou un autre. Voilà la chose à laquelle je pense, puisque je vais quand même essayer de montrer cette chose dont je parle, puisque je ne serai plus
plus indiqué. Bon, je vais montrer un peu de quoi je parle, je ne sais pas ce que ça a donné. En tout cas, voilà quelque chose qui est comme ça, une sorte de choses qui est là, qui avance. Une pomme, un élément vivant qui s'atrophie, qui peut donner l'impression d'être bon à jeter, il ne sert plus à rien, il ne ressemble plus à rien, donc il ne peut pas être consommé, il ne peut pas servir, il ne peut servir à rien. Donc il va rester là, peut-être à moisir, je sais pas. En tout cas, ces deux pommes de terre n'ont pas moisi. Ils sont restés en attente. Moi, je me suis dit, je les ai mis en terre. Et quelque chose, évidemment, rapidement, il y a comme un miracle. Des choses ont poussé comme une explosion de vitalité. En quelque chose qui était mort, il y avait de la vie en attente. De la vie prête à jaillir, pour peu qu'il y ait un petit environnement accueillant, favorable, simplement. Bien entendu, on n'a pas toujours besoin de ce type de savoir ou d'expérience pour savoir ce que l'on doit penser de la vie en général. Ces petites expériences sont peut-être bonnes pour quelqu'un qui débute dans la vie, mais nous, qui finissons la nôtre, n'avons pas spécialement... On a accumulé assez de choses. Simplement, ça suffit. Ça suffit. Et cela, en plus, cette expérience s'intègre dans une sorte de morne vie, d'un paysage vide. Quand vous n'avez pas à disposition vos semblables, vous communiquez. Vous créez de l'animation, vous créez du changement avec... Moi, je n'ai pas de rapport, je n'ai pas à avoir de rapport avec les pommes de terre. J'ai besoin de pommes de terre, j'en achète, je les consomme. Ceux qui germent trop, je les jette. Et c'est tout, je n'ai pas à les mettre en terre. Après, je peux pas... Quand je mets des pommes de terre en terre, justement, et il faut... je récolte quelquefois des pommes, quelque chose qui ressemble à tellement petits que ça ressemble à des sortes de perles. Des perles, des pommes de terre sous forme de perles. Après que j'en ai pris soin, que j'ai arrosé, etc. Mais finalement, je n'ai pas les conditions favorables pour que cela puisse donner une récolte qui est digne de ce nom. Je récolte dans le minuscule. Tout est dans le minuscule et tout dans et tout est dans comment dire, de la vie. Il ne reste que il reste que l'apparence ou des éléments. J'ai pas trouvé le terme, alors donc
Bon, je ne vais pas chercher encore à le trouver. Je m'en suis éloigné, donc je ne cherche pas. Euh, bon, il y avait le terme d'étiolement, mais je l'ai déjà utilisé. Je ne peux pas y revenir, je ne peux pas l'employer à chaque fois. Il y a une sorte, alors on peut comprendre par le mot étiolement, il y a une sorte de, non pas de déclin, mais une sorte de, on peut dire décomposition, mais ce n'est pas exactement ça. Dans la décomposition, il y a quelque chose, il y a des phénomènes qui peuvent être intéressants à observer. La décomposition de quelqu'un, c'est un nouveau chapitre de sa vie. Mais en attendant, ma décomposition, moi, elle n'a pas encore commencé. Alors c'est entre la décomposition et l'intégrité, entre la perte de substance, entre le fait ce qui reste, c'est non pas des vestiges, il reste un rapport tellement mineur, tellement réduit au réel que ça en devient... ça m'alerte même plus, ça me fait même plus réagir. Qu'est-ce que je peux dire? Mais j'avais pensé à quelque chose, il y a une expression qui dit que ce phénomène ou constitue une partie du problème et une partie de la solution. J'avais pas réussi, j'ai essayé de le faire en arabe, j'avais pas réussi à trouver le bon angle d'attaque pour traiter de cette thématique. Comment quelque chose peut être en même temps une partie du problème et une partie de la solution. Ça me pose toujours un problème. Alors si on introduit l'élément un peu temporel, ça peut donner le début d'un éclairage. Il y a des choses avec lesquelles on s'arrange, on accepte quelqu'un dans son intimité, dans sa proximité, et puis on l'accepte parce que il constitue une solution à un sentiment de vide où il remplit une fonction. Seulement, donc le problème est que quand on est plein d'un côté, on ne peut pas rester en disponibilité pour quelqu'un qui remplit une fonction. Ben, on ne va pas chercher quelqu'un d'autre pour remplir la même fonction. Donc on va se satisfaire de la première personne, mais cette personne ne convient pas. Elle convient sur le moment, mais elle ne convient pas sur le long terme. Elle va plutôt introduire des éléments de fourvoiement, des éléments de perte, des éléments d'instabilité, des éléments de... voilà, c'est une partie de la solution, mais c'est aussi une grande partie du problème. Le compagnonnage, voilà, le compagnonnage, il y a, comme quand on voit à quel point le long compagnonnage a laissé des traces dans la façon qu'on a de formuler certaines choses, dans ces expressions qui nous reviennent sur la langue, même la façon qu'on a de penser ou d'entrevoir certaines choses, elle est d'une certaine façon
déjà entachées, déjà orientées par ce compagnonnage. Les personnes peuvent avoir disparu, peuvent avoir quitté votre vie, mais pourtant, leur influence continue d'être là, d'être présente. C'est toujours difficile d'entreprendre cette thématique d'être de la chose qui un peu cumule en même temps ces deux aspects. Il y a en fait une relation, quelle qu'elle soit, est une forme, on sacrifie. Quand on se met avec quelqu'un, on sacrifie une part de sa liberté. Il y a une appartenance. On s'engage dans un processus d'appartenance et de dépendance même vis-à-vis de quelqu'un. Donc, ce qui est la dépendance dans le besoin qui se crée de cette personne. Même si elle est loin d'être satisfaisante, on fait avec. Je pourrais élargir à des choses en relation avec l'appartenance de classe. On cherche à être avec les gens qui nous ressemblent, même si ce choix, cette orientation est finalement une orientation qui va nous perdre. Être stimulé, comme je vais rencontrer quelqu'un et j'avais commencé par parler à un moment donné, j'ai parlé de stimulation, à un autre moment est venu le terme d'émulation. Il y a une compétition qui peut naître, se développer quand on est entouré de gens. Il peut y avoir aussi un phénomène d'écrasement, de mise à mort, mais ça dépend des personnes et ça dépend du contexte, etc. Je n'aurais pas été mis à mort si j'avais été dans un environnement un peu hostile, parce que j'aime me confronter, en partie je dis cela rapidement, à l'hostilité, à la difficulté. Tout ce qui nous conforte, tout ce qui nous console, et finalement, ça dépend des gens, toujours. C'est une question de choix. Encore faut-il être conscient du choix qu'on fait, ou qu'on fait un peu par les choix qu'on fait, comme on dit, par défaut, un peu. Ouais, le choix par défaut. Voilà, donc j'ai encore des problèmes pour traiter de cette thématique. En tout cas, le monde est le monde. Il ne change pas de nature, il ne change pas d'orientation, il ne change pas d'essence, etc. Seulement, nous avons à notre disposition une quantité limitée de possibilités. Encore une histoire, encore une fois, l'appartenance de classe intervient intervient ici. Mais malgré tout, certains vont trouver comment mieux s'en sortir en partant du même de la même base que les autres. Il y a des gens qui sont capables de mobiliser les autres pour aller dans le sens de leur intérêt. Je suis capable de faire venir les gens à moi, de les convaincre. C'est toujours... donc, je peux essayer d'avoir une position
C'est sûr que j'irai peut-être pas très, très haut, mais au moins j'aurai une position élevée par rapport à mon point de départ. J'aurai progressé. Euh, c'est, comment dire, il y a un moment où la parole devient, on a envie de parler, en même temps, ça, ça conduit nulle part. Ça conduit nulle part. Il n'y a pas eu assez comment on peut appeler cela, les éléments recueillis ne sont pas suffisants pour pouvoir enrichir cette parole. Il y a un homme qui marche et qui s'arrête. Il s'arrête comme ça. Pas parce qu'il est essoufflé ou parce qu'il est à bout de force ou parce que... Il s'arrête. Il marque une pause. Il avance depuis un certain temps. Voilà. Il aime avancer, s'arrêter, arrêter, avancer. Il est... Il aime que ça change. Quelquefois, le paysage est monotone et se ressemble presque de façon c'est les mêmes essences, c'est la même terre, etc. Et puis d'un coup, il y a un petit élément, il y a une petite clairière. Cette clairière, elle est là pour une raison. Il y a quelque chose qui a eu lieu ici. Si ça lui plaît, il essaie d'imaginer une histoire. Il invente, tiens, je sais pas, ça l'enchante de penser aux faits. Ici, c'est le cercle des faits. Ça lui plaît. Il a envie de faire appel un peu à d'autres, à la rêverie. Ça lui plaît, la danse des faits. Il ramasse, il se baisse quelquefois pour ramasser quelque chose. Il ne cherche pas les choses qui brillent, il ne cherche rien de précis. Juste quelquefois, il a envie de prendre entre ses doigts quelque chose et de la sentir. Il peut même lui arriver de goûter la chose. Un peu curieux, mais pourquoi pas. Goûter la terre. Oh, passer un coup de langue sur un galet. Pourquoi pas. Il se baisse, il ramasse. Puis il le dépose un peu plus loin. Ouais. Ah, les galets, ils se déplacent comme ça. Hein. Ils sont toujours un peu, ils se déplacent mais lentement. Évidemment au rythme qui est le leur. Un galet a été déposé là par une rivière qui a disparu depuis très longtemps. Et ce galet,
qu'il est un peu plus loin, lui, il a été ramené de loin pour servir à la construction d'un mur. Il est resté longtemps emprisonné dans le mur. Et puis du temps est passé. Et le mur s'est effondré. Et le galet a fini par récupérer sa liberté. Il est là. Il reçoit l'eau de pluie. Il se fait laver. Il reçoit les rayons de soleil. Il voit passer des choses. Oui, les galets ont un sens aussi. Ils ressentent le monde autour d'eux. Faut pas croire qu'ils sont insensibles. Ouais, il se dit, il est là en attente. Rien ne presse pour lui. Rien ne sert de courir. Un jour peut-être, il se fera de nouveau emporter à plus loin. Il fait peut-être 1 kilomètre par millénaire. Mais c'est la bonne vitesse. La bonne vitesse pour un galet pour qu'il ne s'essouffle pas. Il a besoin d'aller à son rythme, tranquillement. Avance. Ça peut reculer aussi. J'avance, je recule et j'avance. Je cule et je ne cule pas. Simplement. Et simplement. Quelque chose traverse mon esprit. Une image. Une sensation. J'ai l'impression d'un coup d'être un peu comme emporté vers quelque chose, vers un lieu que je n'avais pas choisi de visiter. Je me laisse faire. Je ne lutte pas. Sinon, il me faudrait lutter longtemps. Et à chaque fois. Donc, je ne lutte pas. J'ai pour principe de ne pas lutter. Moi aussi. Je me laisse emporter. Par un rêve, par une petite, comme ça, par un petit désir. Même les désirs sont simples. Cherche rien. Quelque part, quand on ne cherche pas, on ne désire pas. C'est vrai que je peux avoir faim, ou je peux avoir froid. Mais j'ai appris à résister aux deux, à tenir. Au début, c'était très difficile. Maintenant, j'arrive à tenir. Des heures sans me plaindre, sans avoir des crampes d'estomac, sans avoir la sensation de manquer. Faut dire, faut dire, faut dire, faut pas dire. Toujours la même question, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas.
dire. Jusqu'où peut-on aller dans le dire? La nuit arrive, il faut songer à faire halte. Halte là, voyageur, halte là. Pour la nuit, j'appelle mes compagnons, loups blancs de la steppe. J'appelle la grande ours, j'appelle les esprits qui habitent entre les pierres, j'appelle qui veut venir. J'appelle tout le monde. Je les réunis tous autour d'un feu. Et puis, on se raconte des histoires. On raconte des histoires courtes ou pas courtes. Chacun raconte. Chacun se laisse aller. On raconte des histoires d'antan. Quand on avait une mère et un père, quand on avait quelqu'un pour veiller sur nous, cette époque-là, lointaine, disparue. Aujourd'hui, il faut faire face au monde seul. Il faut s'accompagner de soi-même. Le loup blanc a dit qu'il est fatigué de courir la steppe, qu'il aimerait bien s'arrêter à un moment. Ainsi que vient le milieu de la nuit, c'est le silence. Que rien ne vient rompre un silence. Opaque. Rien ne bruisse. Rien ne s'entend. Il y a bien des êtres éveillés, mais je les entends pas. Je les entends pas. Mes compagnons de veillée sont repartis. J'entends parler la nuit. J'entends vibrer la nuit. Je me vois. Je me vois tel que j'ai été. Je me vois. Illuminé par un rire, par un plaisir.
par un plaisir innocent, entaché par rien. C'est une époque où j'avais la nonchalance de ce récemment né, récemment arrivé au monde. Cette nonchalance qui s'est perdue. La nuit se termine comme elle a commencé, doucement. La nuit s'en va ailleurs. Et moi je me lève. Je regarde autour de moi. Les choses sont telles que je les ai vues hier. Rien n'a changé. Ou si peu. Pas de drame cette nuit. Demain peut-être ça changera. Je tomberai sur le cadavre d'une biche dévorée, à moitié entamée. Une biche. Ou autre chose. La mort est par là. La mort elle est partout. Je ne la crains pas. Je pense pas à elle. Je sais qu'elle fait son travail. Qu'elle exécute la tâche pour laquelle elle a été, à laquelle elle a été destinée. Rien de plus. Mourir pour que d'autres puissent naître. Être et puis ne plus être. Avoir encore et puis ne plus l'avoir. Marcher, être debout, et puis arrive le moment où il faut s'interrompre, il faut s'allonger, il faut se laisser envahir par les airs, par les champignons, il faut se laisser emporter par petits morceaux. Être, devenir un lieu de réjouissance pour des vivants affamés. Une offrande, faire de son corps une offrande. Ainsi que je m'apprête à remarcher. J'ai englouti vite fait un bout de quelque chose que je m'étais préparé. De cette chose qui ressemble aux choses que me faisait ma mère. Quelque chose je suis prêt de nouveau. Aujourd'hui,
j'ai décidé d'être un témoin. Je vais témoigner. Chaque pierre, je lui demanderai si elle veut que je sois son témoin. Chaque vivant, chaque être minéral ou pas qui voudra que je sois son témoin, je serai disponible pour lui. J'annonce cela. J'offre mes services de témoin. Si vous voulez que je témoigne pour vous, que je raconte votre histoire, que je collecte vos souvenirs, si vous voulez si vous voulez confier quelque chose de vous à moi, si vous voulez me dire quelque chose, je suis un témoin, je suis un messager, je suis un transmetteur, je suis un médiateur. Je raconte ce que je vois et ce que je trouve du mal à percevoir, ou dire qu'avec mes sens limités, je peigne à entendre ce qui se passe réellement. Les bruits de dessous de la terre, je vois peu de choses. Je comprends peu de choses. J'arrive pas à faire le lien entre les choses. J'ai pas la compréhension, ni la clairvoyance, ni la vision. Je tente, je m'acharne à comprendre, à saisir. Chaque fois que je pense avoir atteint quelque chose, je la perds aussitôt. Elle me file entre les doigts. La vérité est toujours volatile et toujours quelque chose qu'il faut poursuivre sans cesse. Un geste du marcheur. Il a été là. On peut supposer qu'il a été là. Il faut avoir l'œil pour voir qu'il est passé par là. Un voyageur est passé par là. Un marcheur a foulé cette terre discrètement. Il n'a rien déplacé, il n'a rien touché. À peine s'il a écrasé un peu d'herbe quand il s'est couché là. Et d'ailleurs, l'herbe, elle commence déjà à se redresser. L'homme qui a marché, qui marche depuis le début et qui marchera jusqu'à la fin du monde, la fin de la totalité.
l'arrêt de toute chose. On peut le penser, on peut l'imaginer. Ce qui a commencé ou ce qui a émergé va de nouveau, va finir par réintégrer le néant duquel il est sorti. Le néant, une histoire à raconter comme cela. Un mot simple pour parler d'une chose inimaginable, le néant. Voyez-vous, quelque chose qui ne peut pas exister. Et pourtant, elle a un nom. Elle pourrait même avoir une forme, la forme du néant. Quelque part, il y a là une sorte de paradoxe, une sorte d'opposition dans les termes. Ça peut pas. La chose qui n'existe pas ne peut pas être percevable, ne peut pas être perçue, ne peut pas être définie, nommée, expérimentée, approchée, touchée. Non. J'ai touché le fond. Non. Le vrai fond, il est quelque part, très loin. Des milliards de milliards. Le vrai fond, la chute, qui ne s'arrête pas. La chute interminable. La chute d'une chose, et puis la montée d'une autre. Un univers se meurt et un autre commence à se mettre en mouvement. C'est le principe de la répétition, c'est le principe de l'alternance. Je grandis et je m'en vais. Et un autre prend ma place. Et un autre se met en marche. Me relaie. Car moi, je me suis arrêté. À un moment, je me suis laissé. Je me suis enfoncé dans la terre, cette terre qui m'a accueilli, qui m'a fait une place. Je suis quelque part, dans mon élément. Vous pouvez chercher, vous ne trouverez pas de traces. L'endroit est anonyme. L'endroit ressemble à tous les autres endroits. Je suis quelque part. Mais je me refuse à ce qu'on me trouve, à ce qu'on me mette une stèle quelconque, une marque quelconque. Je ne suis point ici. J'ai été ici, puis je suis actuellement très loin. À mon rythme, à moi, j'entame une nouvelle marche, un nouveau voyage, une nouvelle quête. Je me déplace. Ça ne s'arrête jamais, le voyage.
Je suis vraiment un nomade, un nom fixe, un sans domicile, un sans domicile fixe. Voici que vient le moment. Voici qu'émerge l'instant fondateur. L'instant régénérateur, l'instant rédempteur, l'instant. Je vais donner forme à cette chose informe. Et je vais lui accorder une fonction. Je vais la façonner d'une certaine façon. La terre est jonchée de cadavres. La terre est jonchée de vestiges. Ici, j'ai rencontré la preuve, j'ai trouvé la preuve de quelque chose. Cette maison qui se trouvait là-bas, elle a, comme par miracle, migré vers ici, en tout cas, une partie d'elle. Un morceau d'elle. Et ici, à côté, c'est un autre morceau, un tesson. Un vestige d'une autre maison, d'un autre lieu, d'un autre temps. Ils sont ensemble, ils se touchent, ils se parlent. La terre les accueille tous de la même façon. Ne fait pas la différence entre le vestige venu d'un lieu illustre et le vestige venu d'un lieu quelconque. Non. La terre la leçon à portée de main, à portée de regard, il suffit de se baisser. Pour partir en voyage, pour se retrouver 100 ans en arrière, entendre les bruits de la vie, une vie qui a été là, qui n'est plus. Ils étaient nombreux, ils étaient heureux, ils étaient malheureux, ils étaient là. Ils pensaient qu'ils allaient être là pour toujours. Ils étaient là, mais ils ne sont plus là. Il n'y a plus de traces d'eux. Il reste des pierres. Ces pierres parlent et ne disent pas tout. C'est vrai, les pierres racontent une partie de l'histoire, mais pas toute l'histoire. Combien était-il? À quoi il ressemblait?
Comment ils passaient leur journée, leur saison? Aimaient-ils leur terre? Et leurs enfants, ils jouaient où? Ils jouaient avec quoi? Ils se racontaient quoi comme histoire? Ils rêvaient de quoi? Ces gens-là, qui ne sont plus là. Ni eux, ni leurs enfants, ni les enfants de leurs enfants. Comme évaporés. Ils étaient là, ils ne sont plus là. Et moi, je suis là. Et je ne peux les faire vivre, revivre. Je peux imaginer. Mais sûrement, je vais me tromper. Ils étaient là. Et d'autres étaient à côté ou étaient à leur place, un peu plus en arrière. Ça se succède. Ouais, cette terre est à moi. Un bail, non pas éternel, mais un bail limité. Je l'ai. Je serais forcé de la léguer à quelqu'un dont j'ignore tout. La léguer à quelqu'un qu'elle aimera peut-être comme moi. J'ai pu l'aimer. Ou peut-être plus, ou peut-être moins. Qui en prendra soin, ou pas, cette terre. Et cet arbre, et cet olivier, qui me fait tant d'effet. Cet olivier, qui est là depuis le début, mais il a beaucoup changé. Même de mon souvenir à moi, il n'est plus comme quand je l'ai connu. On dirait qu'il se sépare en deux. Un olivier. Ouais. Faut croire qu'il fait le lien entre ce qui a été, ce qui est et ce qui peut-être sera ou ne sera pas. Cet olivier. Qui s'en fiche un peu. Que nous le considérions ou pas. Il vit sa vie, Olivier, s'occuper de la nôtre. Il ne vient pas nous réclamer quelque chose. C'est nous qui allons le solliciter pour un don. Monsieur l'Olivier, donnez-nous quelque chose. Soyez généreux avec nous. Au moins cette année. L'année dernière, vous nous avez frustrés. Vous nous avez privés de vos fruits. Mais cette année, allez, on vous le demande. On vous prie de le faire. On vous implore même. Et on vous sera très gré. On vous sera. Il marche comme nous marchons. Nous marchons avec les mots. On déplace les mots comme on pourrait déplacer nos pas. On visite des paysages. C'est peu. C'est pas suffisant. Ça frustre. Ça laisse sur sa faim. Pourtant, il vaut mieux avoir l'idée du voyage plutôt que l'inverse. Espérer le voyage, désirer le voyage. Et même si on ne voyage pas, au moins on pourra dire je l'ai désiré, je l'ai imaginé ce voyage.
Les mots, j'ai tenté d'en faire des amis, des complices, des alliés. Je n'ai pas réussi, mais au moins j'aurais essayé. J'aurais fait ce que j'ai pu pour que les mots m'aident à ne plus rester dans le confinement. Je me suis donné un peu d'air. Je me suis aéré grâce aux mots. Et j'ai pu aller m'évader le temps d'une respiration. Je suis allé y rendre visite à des gens, à un olivier. C'est vrai, j'en reviens les mains vides, mais j'ai pu voir des choses. Ça me suffit. J'ai pas besoin de ramener quelque chose de précis. C'est une impression. J'ai de la gratitude. Je reviens avec un sentiment de gratitude. Ça m'emplit de satisfaction. J'ai de la gratitude pour des choses comme ça, gratuitement. Ça ne me coûte rien, il faut dire, c'est juste une affaire de mots. Ça ne me demande pas de sacrifier une partie de moi. J'ai de la gratitude pour vous qui m'avez transmis quelque chose. Un paysage, une vie, une hypothèse, une possibilité, une rêverie, simplement. Vous m'avez permis de rêver de vous. Vous avez disparu ou vous n'avez pas totalement disparu. Il reste quelque chose, des fondations sur lesquelles je peux bâtir. Je peux bâtir mon palais imaginaire. Et je vous vois aussi vivant que possible. Je vous vois vacant à vos affaires faisant. Je vous vois faisant ripaille. Ça me plaît de le voir, ça. Autour d'un plat de polenta. Ah, c'est bon, la polenta. Tous ensemble, plongeons les mains dans cette masse de maïs. Ce maïs si nourrissant et si bon. Engloutir avec le lait fermenté. C'est bon, que c'est bon, que c'est bon. Merci, oh mon Dieu, pour cette nourriture, pour cette joie et pour... Et je regarde, et le Père regarde l'enfant, et l'enfant regarde le Père. Il y a de la joie dans le regard. Il y a du plaisir. Nous sommes ensemble. Je plonge ma main. J'échoue, je me brûle un peu, mais je la plonge et je fais, je forme ma boule et je la pousse au fond du gosier. Cette boule qui me remplit de contentement. C'est la fête. C'est un moment. Comme j'aime qu'il s'en passe de nombreux un moment pour lequel je pourrais faire
des kilomètres et des kilomètres. Supporter tout juste pour ce moment-là. Vous avez partagé un moment, un instant d'éternité, un instant qui n'a pas son pareil ou si peu. Nous voyageons chaque fois des petits, des courts voyages ou des voyages plus longs. Nous voyageons à des moments favorables ou à des moments moins favorables. Nous voyageons par tous les temps. Voyageons parce que nous sommes forcés de le faire quelquefois. Nous devons nous déplacer parce que quelque chose nous oblige à le faire. Attention, dernier jour sur ce morceau de terre. Demain, il faudra que vous soyez partis. Il ne devra rien rester de vous. Même les murs, ils devront avoir été abattus, arasés. La demeure de rien ne doit témoigner de votre présence. Sa terre doit être rendue à son apparence première. Elle ne doit plus être défigurée par quelque chose. Détruisez tout. Sinon, on s'y verra. Sinon, on sanctionnera. Voici qu'arrive la fin de ce moment. J'ai rien fait. Je ne peux pas dire que j'ai fait quelque chose. Je suis loin d'atteindre ce dont je pense avoir besoin. C'est juste un moment où je laisse un peu où je fais moins de contrôle, où je laisse les vannes couler un peu. Pas couler un peu, mais c'est pas exactement. C'est un truc. Voilà, un truc. Les mots permettent cela. On peut les mettre, c'est comme des pierres, comme les parties d'un collier. On peut les agencer comme on veut. Voilà, ça ne change jamais. Ça ne peut pas changer la nature du collier. Si des pierres interchangeables. Voilà, les mots, là aussi, sont interchangeables. Ils peuvent décrire ceci ou cela. Ils peuvent nous transporter dans quelque chose de tout à fait quelconque ou nous amener dans des lieux inconnus ou infamiliers. Je dirais pas des lieux extraordinaires ou des lieux fantastiques, non. C'est juste un moment. Je suis ici et ailleurs. De part d'ici pour aller ailleurs. Je suis libéré de mes poids et de mes pesanteurs. J'abats les murs en face. N'existe pas. Cette vision intérieure qui s'émancipe
de ceux qui la musellent, la compriment et la contraint à se focaliser sur une partie infime des choses. Voilà, donc j'arrête là, simplement. Il reste toujours le désir, un peu, le regret de ne pas avoir réellement fait un voyage total. Quelque chose, alors on peut supposer que des gens sont capables de faire quelque chose de plus, de mieux abouti, de plus profond, de plus réellement dans le déplacement. Donc et moi je reste quand même attaché à ma place. J'essaie, ça ne veut pas dire que, que je sois satisfait, mais je peux dire j'ai le mérite d'avoir essayé, simplement.